Et place à la discussion. Alors que de nombreux secteurs sont affectés par un contexte économique défavorable et que l'engagement sociétal semble en baisse, les entreprises reconnaissent pourtant l'importance de la sobriété et de l'impact positif. Dans ce contexte, comment les leaders peuvent-ils naviguer entre impact social et performance économique tout en portant une vision inspirante et mobilisatrice? Rien que ça, c'est le thème de ce débat. Et j'aimerais commencer par une question pour chacun d'entre vous. J'aimerais que chacun d'entre vous définisse son style de leadership. Sophie. Élastique. Élastique. Ouais. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un séminaire d'intégration pour les étudiants de l'École supérieure de commerce de Paris. Bon, c'est plus que ESCP maintenant, c'est ESCP Europe, je crois que ça s'appelle. Et je leur ai parlé effectivement de limites planétaires et de comment notre entreprise se change. Et l'enjeu, c'était vraiment de leur dire, c'est pas parce que vous allez rentrer en entreprise qu'il va falloir enfiler le costume du connard dès le premier jour. Et c'était intéressant de voir qu'on leur faisait faire des business games un peu sérieux, etc., où on leur disait, voilà, vous faites partie d'un comité de direction, vous découvrez que votre entreprise de fast fashion emploie des Ouïghours dans un camp de travail forcé en Chine, que faites-vous ? Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'alors qu'ils avaient eu toute une journée sur les limites planétaires, l'éthique, etc., dans le game, ils ne pouvaient pas s'empêcher finalement de dire si je suis DAF, je vais dire que j'ai regardé les chiffres quand même, les Ouïghours, ça coûte moins cher que les salariés français. Oui, d'accord. Et puis si je suis directeur marketing, je vais dire oui, mais les Ouïghours, ils font plus de couleurs que si on le fait en France, il y a plus de choix, c'est mieux pour l'offre, etc. Et donc, à la fin de ces 3 heures de jeu, finalement, on se rend compte qu'ils ont intériorisé le fait qu'en entrant en entreprise, ils devaient enfiler un rôle qui était complètement à l'inverse de ce qu'ils avaient envie d'être et de faire. Donc, quand je passe après ça, en général, l'idée, c'est aussi de leur montrer qu'il y a des boîtes où on pense différemment et où on ne va pas leur demander d'enfiler ce costume du salaud. Et souvent, je leur cite une série de mangas que moi j'aime bien et qui est très lue par les jeunes d'aujourd'hui, qui s'appelle One Piece. Et en fait, dans One Piece, ce qui est intéressant, c'est que le héros est un gamin qui veut être roi des pirates depuis le départ. C'est sa quête, finalement, c'est son aventure. Et tu vas le suivre pendant quand même 1000 chapitres. Donc, ça prend quelques mois de lire One Piece. Mais ce qui est chouette, c'est que moi, je l'ai lu en entier. Enfin, c'est pas fini, j'attends la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il a des pouvoirs. Et il a un pouvoir particulier qui est qu'il est un homme élastique. Donc, son corps, tu vois, si je veux te faire un guillis sur la barbe, je peux le faire, par exemple, si je suis... Je sens que ça te démange. Ouais, un peu, j'avoue. Et en fait, je trouve que ça, c'est un des critères qui va être nécessaire dans le leadership de demain dans une entreprise. Cette capacité à s'adapter à chaque changement, à avoir ce corps à mémoire de forme, en fait, et d'avoir une bonne résilience. Et au-delà de ça, c'est un capitaine super intéressant parce qu'il est absolument conscient de ses défaillances. Il est nul, il ne sait pas lire une carte de navigation quand même, donc ce qui est un problème quand tu es pirate. Mais il dit, mais moi je m'en fous, c'est pas mon rôle. J'ai pris la meilleure navigatrice qui soit en la personne de Nami et c'est elle qui dit où on va. Ensuite, il a Zoro qui est le meilleur sabreur, etc. Et en fait, cette capacité qu'il a à s'équiper d'un équipage qui a vraiment des compétences que lui n'a pas, et cette humilité qu'il a à dire, mais en fait, pourquoi vous m'emmerdez à me demander de savoir tout faire ? Je suis pas là pour savoir tout faire, je suis juste là pour vous guider vers l'aventure. C'est ça qui m'anime. Et je trouve que c'est intéressant, ce rôle modèle-là. Alors, tout le monde n'aimera pas les mangas et One Piece, c'est un peu particulier, mais si vous vous accrochez et que vous attendez peut-être 10 tomes, je pense que vous pouvez vraiment être mordu. Donc, Sophie est élastique. Et vous, Mathieu ? C'est une sacrée question. Je pense que je vais faire une réponse un peu en prenant un petit virage. D'abord, je pense qu'on vit une époque très singulière, avec un leadership qui s'est développé sur les 100 ou 200 dernières années et qui a permis un niveau de développement extraordinaire, jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, aujourd'hui, on est en train de dépasser les limites planétaires et il y a des fractures sociales extrêmement profondes. Donc on sent bien qu'on est à la fin d'un modèle. Ce modèle-là, et on a tous ici été formés à ça en fait. On a été extrêmement bien formés à ce modèle-là. C'est un modèle de toujours plus vite, domination du vivant, domination des humains. Qu'on le veuille ou non, il est basé là-dessus et une compétition. C'est un modèle qui permet de la performance à court terme. Et là, on voit bien les limites de ce modèle-là. Et donc,
ce que j'essaye de faire en tant que leader, c'est, avec plein d'autres, c'est à quoi va ressembler une nouvelle manière d'incarner un nouveau leadership. Un nouveau modèle, un nouveau paradigme, une nouvelle manière de faire et de diriger des entreprises vers une valeur plurielle, économique, sociale, environnementale, une création de valeur à long terme, un juste rythme, une régénération du vivant, une croissance des humains, faire confiance et permettre de révéler les talents de chacun. Et donc, on doit inventer ce nouveau paradigme-là. Et on doit l'inventer, pas intellectuellement, par des modèles très concrets. Et donc, moi, ma posture de leader ou ma manière de faire, c'est de faire émerger des leaders. Et je pense que c'est en donnant du pouvoir d'agir, en faisant confiance, en révélant les talents et les potentiels du plus grand nombre, qu'on peut inventer ce nouveau paradigme. Donc on vit une époque très singulière, on doit changer de modèle de société, les leaders ont un rôle à jouer, et ce que j'essaie de faire, je pense qu'un bon leader, c'est, au fond, que ce soit en entreprise ou plus largement, un bon leader, c'est le but ultime, c'est de faire émerger des leaders. Et vous, quelqu'un l'a fait pour vous ? Ouais, absolument. Par exemple, quand j'avais... plusieurs personnes l'ont fait. Il peut y en avoir qui se trouvent autour de cette table. Mais quand j'avais 22-23 ans, j'étais au tout début de cette aventure Ticket for Change. Et puis une personne qui s'appelle Arnaud de Minibus m'a dit « Je crois en toi, je crois en ton projet ». Et ça a été déterminant. Et il m'a accompagné, mentoré et m'a donné du pouvoir d'agir, m'a fait confiance et nous a donné les clés pour accompagner le plus grand nombre. Donc la confiance, c'est essentiel pour faire émerger des nouveaux leaders. Eric ? Alors moi, je dirais fédérateur, dans mon style de leadership que je suis encore en train de chercher, parce que c'est une évolution, ça prend toute sa vie. Je dirais qu'il y a trois clés que j'essaye d'actionner. La première, c'est de co-construire une vision et donc de donner du sens, vraiment de donner envie, de se projeter, de combiner les énergies vers un projet commun. Donc voilà, le rêve, la vision. Il y a énormément de temps à passer dessus. C'est suffisant aujourd'hui? Alors, c'est pas suffisant. Donc, j'en viens à deux autres clés. La deuxième clé, je vais rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est de potentialiser les personnes qu'on a autour de soi. Et finalement, le meilleur leader, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui va s'effacer et laisser jouer son orchestre. Et finalement, à la fin, il bouge même plus. L'orchestre va jouer tout seul. Et donc, d'aller potentialiser chaque personne et trouver ses talents et leur permettre d'exprimer tous ses talents. Ça, c'est le talent du leader qui finalement s'efface. Un peu comme dans One Piece. Et puis, la troisième peut-être qualité, c'est le questionnement, l'humilité par rapport justement à son propre style. Parce que le monde bouge hyper vite, on est hyper challengé. Et des fois, on pense bien faire. Et en fait, on a fait une énorme connerie. Et donc, il n'y a pas de règles. Et en revanche, savoir à chaque fois se remettre en question, s'adapter pour le coup d'après, ça devient une qualité. Donc, c'est un peu l'humilité dans son propre style. Est-ce qu'il faut regarder aussi ce qui se passe à côté, ce que font les autres, est-ce qu'on s'inspire? Oui, alors là, je pense justement pour la vision, pour l'aspect vision, avoir un coup d'avance, ça fait vraiment partie du travail du leader qui doit aussi se ressourcer, regarder autour, qui ne doit pas regarder que son organisation, que son nombril. En fait, il y a vraiment un enjeu de se ressourcer et de s'inspirer, et quelque part de proposer une innovation, mais aussi en co-construisant avec les équipes. Ça, c'est fondamental parce que si c'est descendant, avec juste la vision d'une personne, c'est pas ça qui va emmener tout le monde. Tout ça va quand même demander à ce que ces individus aient une forme de sérénité incroyable, parce que pour appréhender les enjeux nouveaux, aller vers des caps ambitieux, innovants, en observant ce qui se passe autour, en libérant les équipes, ça demande à être capable de dégager une sérénité incroyable pour donner confiance, je pense, dans le projet. Et d'ailleurs, on l'abordera là juste ensuite sur le cas Expansions. Et toi, d'un mot, quel leader es-tu? Éthique, je l'ai dit, éthique, mais je pense que faire preuve d'humilité, donner la possibilité à d'autres de révéler leur potentiel et accompagner, guider pour réussir à atteindre les objectifs, plutôt que de chercher à être celui qui les réalise en exploitant finalement les ressources qu'il a à sa disposition, est une clé. Moi, j'ai été très frappé depuis le début de ma carrière par la capacité que peuvent avoir des leaders à être extrêmement calmes, y compris dans la tempête. Et ça, c'est pour ça que je voulais le mentionner également. Je trouve que ça donne beaucoup confiance en des temps qui n'y invitent pas beaucoup.
Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler de changements structurels que vous avez mis en place chez Expansions pour adopter une approche plus sobre, plus durable? Oui, en lien avec le leadership, déjà, il y a un premier truc qu'on a fait. Donc, nous, on a participé, grâce à Eric, à la première session, enfin la première caravelle, on va dire, de la Convention des entreprises pour le climat. Et il se trouve que Expansions était déjà assez engagé, puisqu'on a été déjà certifié Bicorp depuis 3 ans, je pense, quand on a rejoint la CEC. Et puis Jean-Paul, mon président et actionnaire, avait signé le pacte mondial de l'ONU en 2004, donc assez en avance. Et je pense que cette avance de phase nous avait au moins préparé à l'idée qu'il fallait revoir l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos impacts. En revanche, ce qu'on a découvert à cette occasion-là, en 2021, ça a été de se dire que les enjeux étaient plus des enjeux d'adaptation à ce qui n'allait pas manquer de s'abattre sur nous, et pas tellement sur une idée de « il faut sauver la planète », etc. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est rendu compte que le coup était parti, qu'il va être trop tard pour viser les moins 1,5 degré, et donc on va de toute façon se retrouver dans des temps extrêmement compliqués, avec beaucoup de tourments, de crises successives, que ce soit sur les approvisionnements en matières premières végétales, sachant que nous, on est dépendant à 97% à la biodiversité, puisqu'on se source quasiment exclusivement dans la nature. Donc, notre impact sur la Terre est fort, sur la vie de la Terre est fort, mais la chute de biodiversité va être très fort en impact sur nous aussi. Évidemment, sur la désorganisation des chaînes logistiques, on sait que ça va être un bordel, et je pense que le Covid a été un très bon exemple d'essai, en fait, de à quoi ça va ressembler quand il y aura finalement plus d'hydrocarbures suffisamment accessibles à des prix accessibles. Le commerce sera beaucoup moins international. Donc, on ne va pas pouvoir aller se sourcer à l'autre bout de la Terre pour fabriquer nos produits. Il va falloir réfléchir plus local, etc. Donc, cette remise en question qui a été juste après, finalement, Covid et l'Ukraine, qui nous a aussi beaucoup touchés, on s'est retrouvés à se dire il faut non seulement revoir l'intégralité de nos externalités négatives, donc réduire le plus possible là où c'est possible, mais ça ne suffit pas. Et donc, le gros de notre questionnement, il a été de se dire, ça va être quoi le modèle d'affaires de notre entreprise dans un monde en effondrement ? Et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a accéléré très fortement tous les enjeux de décarbonation avec des gros investissements qui commencent là à être mis à l'œuvre cette année, sur changement du mix énergétique à l'usine, boucle fermée pour l'eau, histoire d'utiliser le moins d'eau possible alors qu'on fait des cosmétiques, donc on utilise beaucoup d'eau dans l'industrie de la cosmétique. Et puis un gros travail sur la logistique, la chaîne logistique, pour faire en sorte de plus du tout faire voyager nos produits en avion, uniquement en bateau, mais aussi d'aller encore plus loin. On a fait un premier transfert vers New York en grain de sail, en voilier. Alors, sur une petite quantité. Et puis, on est en train de penser à la suite. Donc, vraiment, il y a un travail beaucoup plus radical, on va dire, sur notre impact immédiat. Mais en parallèle de ça, on travaille vraiment sur à quoi ça ressemblera de s'occuper des familles, de faire des soins pour les familles, de la naissance au grand âge, parce qu'on a aussi des produits au-delà de Mustela, on a des produits contre l'arthrose, dans 20 ans. Ça ressemblera sûrement pas à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, on a vraiment ce devoir, finalement, de travailler en parallèle la réduction massive de nos impacts négatifs et en même temps, à quoi ressemblera le monde et donc notre business dans un monde avec beaucoup moins de ressources. Et peut-être aussi avec beaucoup moins d'État. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, subventionne énormément de choses en France. Il y a les PMI qui s'occupent de vacciner vos enfants, etc. Mais finalement, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il ne va pas y avoir une paupérisation assez forte des États dans lesquels aujourd'hui on est implanté ? On est implanté dans plus de 100 pays avec Mustela. Est-ce que notre rôle va être aussi peut-être d'accompagner un peu plus la parentalité sur des choses plus larges, comme la dépression postpartum, comme l'habillement de l'enfant, enfin voilà. Donc on est en train d'explorer finalement des business bien différents, avec des notions de circularité, et pour être en capacité d'ici 20 ou 30 ans, effectivement, d'avoir un business qui est peut-être très différent de celui qu'on a aujourd'hui, qui est un business d'extraction végétale et de fabrication de produits. Et comment est-ce que vous mobilisez les équipes ? Et j'imagine qu'il y a des résistances à surmonter. Ouais, alors pas tant de résistance. Je pense que ce qu'on a beaucoup appris grâce à toi, Eric, ça a été, et à tes équipes, ça a été de sensibiliser. On ne peut pas faire admettre finalement un changement radical de feuille de route tant qu'on ne s'est pas assuré qu'on parle le même langage avec tous nos salariés. Donc il y a eu un premier travail qui a été fait la première année juste après la CEC, où on a formé nos équipes aux enjeux des limites planétaires, notamment avec la fresque du climat, mais il y a plein d'autres outils qu'on a utilisés. Et c'est quand même 1200 personnes qui ont été formées sur 6-8 mois.
Donc ça a été quand même assez rapide. Et ce qui était génial, c'est qu'on a vraiment pu avoir cette conversation avec tout le monde, c'est-à-dire de logisticien à l'ouvrier de l'usine, en passant par le chef de produit chinois. Et d'un coup, vous vous rendez compte que la compréhension des enjeux n'est pas du tout la même en fonction des cultures et des pays. Donc il faut prendre le temps de cette discussion. Globalement, vous leur mettez la tête dans le seau, parce que c'est quand même extrêmement déprimant de découvrir ça quand on le découvre complètement. Et même quand on savait un peu, en fait, on savait rien. Et puis, après ça, il a fallu très vite proposer le plan. Parce que tu peux pas démobiliser les gens comme ça en leur disant « ça va être la merde » si tu n'as pas une idée de ce qu'on va se mettre à faire. Et donc, il y a eu un travail de présentation de notre feuille de route. Et il se trouve que cette feuille de route, on l'avait co-construite avec 120 salariés. Donc, en plus, elle était quand même déjà bien imprégnée de l'état d'esprit des équipes. Et puis après ça, dernière étape hyper importante, quelques mois après, parce qu'il faut toujours laisser un peu de temps pour que ça digère, que ça infuse, il y a eu un travail, un atelier à la maille de chaque équipe, donc des petites équipes de 5-7 personnes, sur l'appropriation individuelle des objectifs de notre feuille de route. Et c'était vraiment l'idée, on devait ressortir de cet atelier qui durait 3h30, avec la réponse à la question « Quel est ton rôle personnel tous les jours ?» dans notre feuille de route. Et donc, chacun est ressorti avec sa petite pierre à l'édifice, mais du coup, avec un moteur hyper fort contre l'éco-anxiété qui est l'action, la mise en action. Donc ça a été la première année. Et en tant que leader, je pense que le comité de direction, on a réalisé qu'une fois que ça s'était fait, déjà, il y avait beaucoup moins d'inquiétude ou de... Même, il y avait une envie énorme, en fait, de se lancer à corps perdu dans ces sujets-là, avec, en revanche, un risque qu'on a identifié juste après, qui était le fait qu'ils allaient se cramer, en fait, parce que beaucoup de gens étaient tellement à fond dans le sujet qu'ils avaient du mal à prendre du recul et à se dire « je ne vais pas, avec mes petites épaules, sauver et l'entreprise, et le monde, et le futur de mes enfants à moi tout seul ». Et donc, ça a été aussi un moment pour nous de dire « attendez, en fait, chaque chose en son temps, on va vous aider à prioriser et à un peu enlever aussi de ce poids-là ». Et puis assez vite après, la question des infrastructures, des outils, des process s'est mis en branle, parce qu'il ne faut pas imaginer que ça se fait comme ça, c'est-à-dire que vous avez un plan de transformation, mais derrière, il faut aussi revoir tous nos processus et notre gouvernance. Donc là, on est en plein dedans, c'est sympa. Avec un peu de recul maintenant sur ce qui a été enclenché depuis au moins 2021-2022, c'est ça que tu disais, comme on s'intéresse beaucoup à la performance des entreprises qui s'engagent, comment est-ce qu'aujourd'hui le modèle économique résiste à ces fluctuations nécessaires, parce que vous avez sensibilisé, puis mobilisé les équipes qui avaient peut-être envie parfois d'aller trop vite, trop fort. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'échelle du groupe Expansion, c'est des activités, tu vois une stabilisation de la performance ? La performance du groupe, elle va plutôt bien en fait. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans nos business actuels, qui ne sont pas donc des business régénératifs, que ce soit clair, on a réussi à intégrer la complexité de faire baisser notre impact négatif le plus possible. Tu vois, on a intégré la comptabilité carbone pour les voyages, pour le fret, tout ce qui est logistique, etc. C'est assez complexe. Finalement, ça ne désorganise pas du tout. Au contraire, ça permet aux gens d'avoir une boussole claire entre l'argent et le carbone. Et si on avait continué à ne compter que l'argent tout en parlant de carbone dans des émissions comme celle-là, je pense que les équipes auraient senti une forme d'injonction paradoxale qui aurait posé problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on a réussi à implémenter assez vite des tas de petites choses qui permettent vraiment de monitorer différemment. Mais notre business reste un business qui n'est pas à effet positif net, tu vois. C'est-à-dire que on continue à extraire des matières premières, à fabriquer des produits et à les envoyer un peu partout dans la planète. Alors certes, en faisant moins mal. Mais faire un peu moins mal, c'est quand même toujours faire mal. Donc ce business-là, il va très bien parce que j'ai un engagement des équipes très fort et que c'est pas vrai que quand tu cherches à être plus clean, t'es moins rentable. Aujourd'hui, on a des produits où, au contraire, on est allé chercher à simplifier les formules le plus possible pour mettre le moins de matière possible, le moins d'eau possible, etc. Et en fait, cette sobriété-là, elle est bonne à la fois pour la planète, elle est bonne pour la qualité et elle est aussi, parfois, en tout cas, bonne pour le portefeuille de l'entreprise. Donc, c'est pas systématiquement incompatible. Donc, aujourd'hui, on a des bons résultats, on est en croissance. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la croissance, moi, la première, je la remets en question. Et ce qui est assez chouette, c'est que depuis 3
3 ans, notre croissance volumique est proche de 0 en Europe parce que la natalité baisse. Donc finalement, on substitue des produits pour les bébés par des produits pour la famille qui sont plutôt plus valorisés que les produits pour les bébés et du coup plus rentables. Donc de ce côté-là, ça va bien. Et dans les pays où on est encore en forte croissance volumique, la croissance de valeur est plus forte. Et c'est ça qu'on leur dit aujourd'hui. On leur dit, regardez, si vous faites progresser votre volume plus vite que la valeur, ça ne va pas dans le bon sens. Donc il faut vraiment changer cette boussole-là. Eric, quelles sont les meilleures pratiques que vous avez observées chez les entreprises qui réussissent à allier sobriété et rentabilité ? Moi, je pense que quand même un éclairage sur ce que vient de dire Sophie. Pour moi, j'ai travaillé assez longuement aux États-Unis et les Américains ont une expression qui parle beaucoup, qui est walk the talk. On a vraiment des dirigeants, des leaders dans ces dernières années, qui ont beaucoup parlé. On parle des sujets planète ou des sujets sociaux, et qui n'ont pas calé leur agenda et leurs priorités sur leur discours. Et voilà, moi j'ai évolué dans un grand groupe pendant longtemps, et ce décalage entre les intentions, qui est le talk, et le walk, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait vraiment transformer dans l'entreprise, quelles sont les priorités, quel est le discours du dirigeant à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur, ce décalage, il devient insoutenable à un moment donné pour les employés. Donc là, quand on entend Sophie, elle a calé son agenda, son discours sur People, Profit, Planet. Il faut que les gens se sentent engagés dans l'entreprise, qu'il y ait une pérennité économique et qu'on se remette dans les limites planétaires. Et ça se sent. Son agenda le montre et cette sincérité, cet alignement est ressenti par toutes les équipes. Et donc là, ça donne beaucoup de puissance au collectif. Et en fait, il y a des résultats des résultats économiques qui viennent simplement parce que tout le monde se rend compte qu'il y a un projet qui fait du sens et on est aligné vers ce projet-là. Et on a envie que l'entreprise réussisse. C'est pas seulement on vient de 9h à 17h et puis on rentre chez soi. Ça devient vraiment un projet d'entreprise. Et donc voilà, c'est peut-être ça qui se dégagerait, cette authenticité à l'ordre 1 chez les dirigeants et dirigeantes qu'on voit évoluer dans la CEC et qui sont en train de transformer leur entreprise. Mathieu, un petit mot sur ce qui vient d'être dit. Pardon, je réfléchissais à autre chose. Ah non. J'ai une autre réponse. Allez, Vas-y, si on peut aussi partir sur autre chose s'il y avait une pensée... Je réfléchissais chez Ticket for Change à la prise de décision en fait par rapport à différents piliers en même temps et le modèle qu'on a construit autour de l'impact, le modèle économique et la manière d'engager les équipes et qui rebondissent sur les nouvelles boussoles qui sont à la fois l'argent parce que c'est ce qui fait tourner l'entreprise et le carbone et donc qui amène des nouvelles boussoles. Et nous on a toujours fonctionné avec ce triptyque là qui permet toutes les décisions sont prises à l'aune de ces 3 critères, de ces 3 dimensions, et toute décision doit prendre en compte l'impact, le modèle économique et la capacité des équipes, mais il n'y en a jamais une qui est maximisée aux dépens des autres. Et c'est cet équilibrage fin en continu qui permet en fait de piloter et de chercher cette pérennité sur le long terme versus maximiser une dimension comme on fait traditionnellement assez souvent, mais aux dépens d'autres dimensions. Donc je pense qu'en fait le sujet c'est aussi quelles sont les nouvelles boussoles en fait de décision au moment où je pense que le rôle du leadership c'est aussi de proposer des nouvelles boussoles de décision à un moment où évidemment la performance de l'entreprise économique est absolument essentielle pour sa pérennité, mais il faut prendre d'autres enjeux en compte et c'est assez complexe. Et pour ne pas tomber dans les injonctions paradoxales, il faut créer des nouveaux modèles. Oui, là, tu vois, les équipes du marketing des 2 activités. Donc, moi, j'ai 2 leaders au sein des activités. Une qui est Florence Pain, qui travaille sur tout ce qui est bien vieillir. Donc, elle bosse notamment sur une nouvelle marque qu'on vient de lancer là, qui s'appelle Yana et qui fait à la fois des topiques et des compléments alimentaires pour les articulations douloureuses, etc. Et de l'autre côté, Marguerite Laborde, que tu connais bien, Eric, parce qu'elle a travaillé notamment à la CEC, d'abord comme bénévole, et là, elle est leader pour les nouveaux récits, donc une CEC sectorielle. Et en fait, ces 2-là, elles se sont retrouvées à un moment en disant « mais on ne peut pas en fait, continuer à faire du marketing comme on faisait avant, ça ne peut pas fonctionner ». Vu notre mission, vu ce qu'on s'est donné comme objectif. Et donc, elles ont toutes seules, elles ont un peu demandé l'autorisation, mais vaguement. Bon, après, elles savent qu'avec moi, c'est pas forcément le sujet. Mais toutes seules, avec leurs équipes, elles se sont dit, on va travailler pendant 1 an et demi en chambre sur
ce que c'est la nouvelle définition du marketing chez Expansions. Et elles sont arrivées avec leurs équipes, donc c'est une 50aine de personnes quand même, qui ont travaillé sur une scorecard, donc une espèce de roue, dans laquelle elles ont choisi de mettre plein de définitions différentes et qui vont leur permettre de savoir si un produit a un score suffisamment pour être poussé en investissement, s'il existe déjà dans notre portefeuille, ou même se dire est-ce qu'on le lance ou est-ce qu'on ne le lance pas. Et en fait, ce qu'elles ont rajouté par rapport à ce qu'on regarde d'habitude, qui est en gros la marge brute du produit ou sa contribution opérationnelle, et puis son potentiel de marché via un test consommateur, c'est à peu près comme ça que fonctionnait le marketing à l'ancienne, bah là, elles se sont dit non, on va rajouter à ça l'utilité du produit qu'on lance. Et même si le consommateur est persuadé que c'est super utile, en vrai, on va quand même vérifier que ça l'est. Et je te donne un exemple. Au Brésil, il y a plein de consommateurs, de parents qui demandent à acheter des soins pour le cordon ombilical. Le cordon ombilical, il n'y a rien à poser dessus, en fait. Quand l'enfant naît, il faut attendre tu mets de la biceptine ou un désinfectant, puis après, tu attends que ça sèche et ça tombe. Et en fait, plein de parents se trouvent un peu démunis juste après la naissance et la sortie de l'hôpital et ils disent « Ah, mais il faut mettre un truc, là, c'est moche ce truc, c'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait ?» Une spécificité brésilienne. Disons qu'au Brésil, certaines marques se sont mis à lancer des produits pour ça. Okay. Et donc, évidemment, les équipes brésiliennes me disent « Bah tiens, on pourrait lancer un produit pour le cordon. Mustela, c'est sûr, ça va marcher, tu vois. » Oui, ça va marcher, mais on ne va pas le lancer parce qu'on a demandé aux pros de santé qui nous ont dit « Mais ça sert à rien du tout. » Donc, il y a l'utilité perçue par le consommateur et il y a l'utilité réelle. C'est pas toujours évident, hein, parfois. Les lingettes, par exemple, qu'on a décidé d'arrêter complètement en 2027, c'est des produits qui sont foncièrement très commodes, très pratiques pour les consommateurs. Et je pense que si toi, tu avais des enfants il n'y a pas longtemps, objectivement, ne plus avoir de lingettes jetables, c'est un peu un enfer pour les parents. Pour autant... Je ne me positionnerai pas. Voilà. Mais pour autant, il y a quand même des solutions différentes, un peu plus chiantes, j'avoue, mais tu peux te débrouiller sans. Ou au moins, déjà, faire ce geste d'exagération, de renoncer à cette catégorie et de ne faire que des lingettes lavables. C'est quoi l'objectif ? C'est que nos consommateurs se disent, bah, peut-être je vais en utiliser, mais moins qu'avant, exclusivement quand je suis en voyage. Et donc, ça devient en fait un usage très occasionnel. Et du coup, ça peut faire baisser de manière massive le marché de la lingette, y compris chez nos concurrents, quoi. Je trouve que dans ce qu'évoquait Mathieu et le rebond de Sophie, tu parlais de boussole, en fait, se pose évidemment la question des indicateurs de pilotage qu'un leader, que des leaders peuvent utiliser pour faire advenir d'autres modèles d'affaires. Je pense que tu as indirectement touché ça du doigt et ça m'a fait penser à un indicateur que nous commençons à utiliser qui est de corréler directement le bilan carbone au chiffre d'affaires. Quelle est l'intensité carbone de notre chiffre d'affaires ? J'y pense parce que c'est souvent les meilleures idées sont les plus simples et c'est difficile de faire simple quand on parle de multidimensionnel comme on fait là entre le social, l'économique, l'environnemental. Est-ce que vous pensez à d'autres exemples de façons de piloter, notamment par des indicateurs ou des boussoles, alors c'est peut-être des grilles de décision, qui aident à simplifier une pensée hyper complexe parce que quand on veut conduire le changement, embarquer les équipes, là ça commence à se corser en général. Nous, on est en train plutôt de se donner comme objectif d'avoir des dashboards simples, au sens simple, peu de chiffres, mais quelques chiffres clés et qu'il faudrait qu'on soit capable de suivre chaque mois. C'est-à-dire que quand on donne des nouvelles à l'entreprise de comment va l'entreprise, il faut qu'on soit très cohérent et qu'on ne parle pas que de financier. Donc ça veut dire on est en train de regarder comment on va pouvoir peut-être l'année prochaine mensualiser le bilan carbone parce qu'on va l'automatiser de plus en plus chez Expansions, donc pour être en capacité, même si c'est flou, même s'il y a 40% de marge d'erreur dans un bilan carbone, pouvoir donner des nouvelles. En fait, nous là pour l'instant, les gens ils attendent, ils sont suspendus au mois de mars chaque année pour savoir si le bilan carbone il a été en réduction ou pas, selon la trajectoire SBTI qu'on s'est fixée ou pas. Et ce qui est assez sympa, c'est que l'année dernière, par exemple, on était un peu en retard par rapport à notre budget, mais on était vachement meilleur sur le carbone. Et du coup, les primes des salariés ont été compensées. Elles étaient négatives sur l'aspect business à cause de la Chine. Mais de l'autre côté, le bilan carbone ayant été super bon, du coup, on a pu compenser. Donc, arriver à avoir mensuellement un dashboard qui te donne finalement... ton sell-in, les écoulements dans tes points de vente et puis où t'en es du carbone. Sur la biodiversité, on n'est pas encore au point. Il faudra attendre un peu parce que c'est l'état de la science, c'est pas encore... Mais on pourra faire la même chose en fait. Mais bon, si... Ah oui, non. Pardon, si effectivement on a envie d'avoir des indicateurs qui vont plus loin que simplement les indicateurs financiers, si on a un à retenir, il me semble, pour un leader, c'est le taux d'engagement des équipes. Je prends un exemple, on a aussi une entreprise qui a fait la CEC qui s'appelle Renault Trucks. Christophe Martin, le directeur général,
a pris position aussi, comme Sophie à un certain moment, pour dire on doit sortir de la logique volumique. Donc il a annoncé aussi à son entreprise qui s'appelle Volvo Trucks, qui fait 40 milliards, on veut vendre moins de camions neufs. Donc ça a créé de la perturbation quand même chez son staff. Mais finalement, la profitabilité s'est maintenue, même s'il y a moins de chiffre d'affaires de camions neufs. Et le taux d'engagement qu'il a sur son projet d'entreprise, il est 15 points supérieur à le deuxième meilleur pays chez Volvo Trucks. Donc en fait, il y a un projet d'entreprise et là, il dit, en fait, c'est le plus important pour moi. Je sens qu'il y a de l'énergie dans les équipes. Donc à l'ordre 1, ça va vraiment donner des indications sur le futur. Mathieu, Oui. indicateur phare. En rebond sur ce qui est dit, pour moi, on est dans cette période de foisonnement, en fait, où les leaders, les entreprises cherchent des nouvelles manières de piloter la valeur, la performance. Et du coup, c'est excitant, en fait, d'être dans cette période-là où plein de choses se passent et on sait qu'il faut faire différemment. Et puis, on est dans cette recherche extraordinaire où plein d'entreprises testent des choses et on est en train d'apprendre et de partager les apprentissages. Les difficultés, c'est que c'est plus simple de maximiser une seule dimension et surtout quand c'est des euros. Et quand on touche à du social, de l'environnemental, et notamment des choses qu'on a du mal à quantifier comme la biodiversité, quantifier, qualifier, c'est beaucoup plus complexe. Donc les clés, je pense, c'est penser complexe et faire simple, ou le plus simple possible, mais sans être simpliste. Et surtout, que ce soit à tous les niveaux de l'entreprise. Que ce soit pas que dans une équipe, mais du conseil d'administration jusqu'à dans l'usine, à tous les niveaux, que ces boussoles-là, elles soient le plus diffusées et que de plus en plus de personnes, les collaborateurs, se sentent engagés autour de ça et se mettent en mouvement, leur donner du pouvoir d'agir. Donc c'est ça les clés, et je pense que c'est en train d'advenir, mais on a besoin des exemples, d'apprendre de ces exemples, de partager les expériences. C'est ça qui se joue. Et puis, vas-y, Sophie. Allez-y. Non, il y a un truc qu'on a fait qui était hyper intéressant l'année dernière. On ne fait pas encore de comptabilité en triple capital complète, c'est complexe. En revanche, on le fait sur nos investissements. Donc ça veut dire qu'au moment où on doit décider d'investir ou pas dans une nouvelle machine, une nouvelle chaudière ou une boucle justement qui permet de réduire la consommation d'eau à l'usine, on va regarder, on va mettre un prix au carbone, assez classiquement, et on va se dire, voilà, si je change cette chaudière, je vais baisser 77% mes émissions de gaz à effet de serre à l'usine. Ça va me baisser un peu ma facturation aussi, parce que je ne serai pas en danger avec le gaz russe ou des choses comme ça, tu vois, si je prends une chaudière biomasse. Mais pour autant, par exemple, sur l'eau, on s'était rendu compte que ça coûtait très cher, ça coûtait quelques millions d'euros de travailler sur notre consommation d'eau, et l'eau, en France, coûte rien. Ou très peu. Donc, on avait un rendement sur cet investissement à 19 ans. Ce qui est difficilement acceptable pour une entreprise de notre taille qui ne fait pas des centrales nucléaires. Donc, du coup, on avait un problème sur le ROI de cet investissement. Et on s'est inspiré, pour le coup, donc, de la comptabilité en triple capital, qui était de regarder le risque, en fait. Et maintenant, avec la CSRD, je pense que toutes les boîtes vont le faire, mais le risque qu'on a en Eure-et-Loire, c'est qu'il y ait une diminution de 20 à 30% des débits des cours d'eau. Pas cette année. Pas cette année. Alors oui, tout le monde me sort, pas cette année. Oui, d'accord. Ok, il pleut beaucoup cette année, mais ça ne devrait pas être tout le temps comme ça. Et puis quand il pleut, en fait, maintenant, c'est pas qu'il pleut un peu, c'est qu'il y a des inondations partout. Donc de toute façon, c'est le bazar. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 3 derniers étés, effectivement, en dehors de cet été-là, la préfecture d'Eure-et-Loire a menacé de fermeture notre usine et plein d'autres usines autour de nous. Et elle a effectivement fermé jusqu'à 25 jours certaines usines. Enfin, elle a coupé l'eau pour certaines usines pendant 25 jours l'été. Ce qui veut dire un arrêt complet de la production pendant 1 mois. Donc là, on parle en millions d'euros d'impact. Et du coup, on s'est dit, OK, si on imagine que dans les années qui viennent, on a ne serait-ce que 3 ou 4 jours de coupe par été, c'est combien, etc. Et en fait, notre ROI est retombé à 7 ans, assez classiquement. Donc, c'est assez chouette d'utiliser cet outil-là, de se dire, je comptabilise en euros les risques à ne pas faire un investissement. Et là, ça vous donne des bonnes billes. Eric, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous vouliez réagir ? Non, je voulais réagir sur les questions qui se posent sur le leader aujourd'hui, quelle boussole. Enfin, on n'a pas trouvé toutes les réponses. On est dans un moment aussi entre 2 paradigmes. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur entre horizontalité, donc motiver les équipes, et verticalité, savoir prendre des décisions. Comment faire ces arbitrages. Et on attend du leader aussi qu'il sache prendre des décisions. Et parfois, c'est mal perçu par les équipes. Donc là, on n'est pas forcément au bout de définir le bon modèle. Et c'est le mot de la fin. On passe à notre dernière séquence, c'est le goût de Touno.